devenait vraiment très difficile à lire et la notion de synthèse est quand même très importante dans ce genre d'exercice. Alors, le schéma directeur, il est exprimé de cette façon-là. On a principalement, donc on a ici l'ensemble de la matrice territoriale qui est représentée ici. Là, on voit par exemple l'estuaire de la Gambie, l'embouchure de la Gambie, les mangroves et autres, mais surtout, on va avoir 4 thématiques qui sont analysées ici. Donc, on va voir ça plus en détail avec cette image-là. Donc, on aboutit à 44 zones qui ont été découpées en 179 secteurs pour lesquels on a des priorités qui concernent, alors pour chaque secteur présente un profil de risque plus ou moins homogène. Bon, c'est du sédimentaire, sans trop en reparler. Et ensuite, on a des indications sur les références et priorités de chaque secteur. Donc ici, on a des secteurs qui sont à priorité très élevée, des secteurs qui sont à priorité élevée, des secteurs qui n'ont pas de priorité particulière. Ici, on a des indications sur le suivi et l'observation future de ces secteurs. En noir, suivi intensif et régulier, veille à fin d'anticipation. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne se passe rien, mais il finira par se passer quelque chose. Et les 4 thématiques qu'on va avoir, donc en vert, c'est les espaces naturels et les écosystèmes producteurs de services écologiques, y compris les aires marines protégées et les zones à conserver. En orange, tout ce qui est occupation touristique et résidentielle du littoral. En violet, tout ce qui est établissement potentiellement menacé. Et ensuite, en bleu, les zones dans lesquelles il semble utile et nécessaire, voire prioritaire, de mettre en place des schémas de secteur, c'est-à-dire des plans locaux d'urbanisme et de développement qui permettraient un petit peu de freiner la spéculation foncière et l'occupation anarchique et de mettre les choses en place de manière avec un peu plus d'anticipation en associant les différentes catégories d'usagers des espaces littoraux. Alors, quelques données sur la côte ouest africaine et pourquoi est-ce que la côte ouest africaine est fragile. Eh bien, ici, on va résumer simplement ça de manière très simple. Sur cette côte ouest africaine, les côtes rocheuses représentent moins de 3% du linéaire du trait de côte. Et tout le reste des côtes ouest africaines est constitué de côtes extrêmement basses, sédimentaires et donc extrêmement dynamiques et sensibles à la montée du niveau de la mer et aux surcotes de tempête. On le voit ici, on dit un littoral faiblement armé, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a comme point un petit peu dur? On a tout en haut le Cap Blanc, on a ici la péninsule du Cap Vert, ensuite on a quelques affleurements très localisés de roches intrusives, mais vous voyez, c'est très localisé, hein, en Guinée, et puis ensuite, effectivement, dans cette zone-là, sur le Libéria, on va retrouver des formations déjà cristallines et beaucoup plus résistantes, des roches intrusives et métamorphiques, puis on retrouve ces formations ici. Mais vous voyez, la plus grande partie de cette côte est constituée de zones sédimentaires généralement récentes. Le deuxième problème, ce sont les apports sédimentaires. Les apports sédimentaires à la côte, qui évidemment arrivent principalement par les rivières, et déjà on a toute une partie de la pluviométrie et disons des sédiments qui sont captés dans le bassin du Niger, qui ne débouchent pas sur cette côte-là, mais qui débouchent au Nigeria. Par ailleurs, on constate que la zone qui est fortement arrosée, avec une pluviométrie à plus de 3000 mm, est découpée en très petits bassins versants. Et donc, nécessairement, on a des apports sédimentaires qui restent relativement limités. Ensuite, ces apports sédimentaires sont limités, mais en plus, ils sont interceptés. Ils sont interceptés par environ 150 barrages en Afrique de l'Ouest, qui donc contribuent, et on connaît le cas du barrage sur la Volta, du barrage de la Volta au Ghana, qui a créé différents problèmes au niveau du Ghana et du Togo. Alors, on a porté une attention particulière aux infrastructures naturelles et à la biodiversité, notamment par rapport aux services écologiques que ces infrastructures peuvent apporter. Donc, des services d'entretien, d'auto-entretien des habitats et des écosystèmes, des services d'atténuation des changements en cours, notamment au niveau du climat, de la protection côtière contre l'érosion, avec les mangroves et contre les événements météo-marins extrêmes,
des services de production, pêcherie, agriculture, riziculture, bois de chauffe, construction, etc., plantes médicinales et autres. Et puis également les valeurs culturelles qui sont importantes avec les sites patrimoniaux, comme voilà, avec des sites qui sont des sites emblématiques dans les cultures nationales, avec l'attractivité paysagère qui génère également une recette touristique, la qualité environnementale et les différentes activités récréationnelles qui peuvent aussi développer. Alors les formes d'occupation du littoral, on les a cartographiées également. Ici, on voit qu'il y a quand même une forte proportion de littoral non occupé, non habité, soit parce qu'on est en mangrove, soit parce qu'on est dans une zone désertique, et que néanmoins les sites urbains et les sites touristiques représentent quand même une proportion qui est relativement importante. Également les petits villages et habitats temporaires de pêcheurs qui sont particulièrement vulnérables parce que ce sont des installations qui sont vraiment au bord de l'eau, représentent quand même une proportion importante du linéaire côtier. Alors, les concentrations urbaines en Afrique de l'Ouest, elles sont déterminées d'abord par différents phénomènes. D'abord, l'étalement et l'axialisation le long des axes routiers. On le voit très bien sur cette image-là, qui est prise au Ghana. Deuxième facteur, disons, de concentration urbaine, c'est tout ce qui est tourisme et résidence en périphérie des villes. Ensuite, l'habitat précaire dans les zones à risque. On voit ici Monrovia, où il y a d'importantes concentrations de population suite à l'instabilité et à la guerre civile qui a prévalu dans ce pays pendant longtemps. Donc il y a eu d'importants afflux de population vers la capitale. La privatisation des fonds de mer, avec des opérations immobilières parfois discutables. Et puis, bien sûr, et ça c'est à mettre en corrélation avec le développement économique, parce que l'Afrique est en croissance économique soutenue, même si cette croissance n'est pas celle des pays d'Asie ou de certains pays émergents. On a une croissance économique qui est importante en Afrique et qui va être régulière dans les années qui viennent. Et donc, évidemment, elle s'accompagne d'une croissance du développement de toutes les infrastructures industrielles et portuaires. Alors ici, on a un exemple, parce que toute cette concentration urbaine entraîne le développement du bâti. Et ici, on a un exemple de prélèvement de matériaux au nord de Dakar, dans des conditions qui mériteraient peut-être parfois d'être plus contrôlées. Alors, la prospective a été conduite par la même personne qui, en 1990, avait, pour l'OCDE, conduit l'image à long terme de l'Afrique de l'Ouest. C'est une étude qui était commandée par l'OCDE. Et nous, quand on a vu, cette étude avait été faite en 90, on était en 2010, quand on a vu au bout de 20 ans à quel point les scénarios qui avaient été élaborés étaient quand même assez largement confirmés, on a fait appel à ce spécialiste de la prospective pour retravailler un petit peu avec nous sur cette image de l'Afrique côtière en 2020 et en 2050. Et là, on arrive à des choses qui sont étonnantes et qui justifient, disons, de prendre des mesures précoces dès maintenant. Alors, la concentration des populations dans les pays côtiers d'Afrique, elle est, disons qu'il y a deux phénomènes. Il y a l'ouverture de ces pays et des migrations avec un tropisme, une attirance, disons, vers le littoral qui est évidente. D'un autre côté, on a quand même un développement relatif des villes secondaires et du maillage urbain national à l'intérieur. Ça compense un petit peu, mais pas totalement, comme on le verra. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a plus de 50% de la population sur 20% du territoire dans les pays côtiers. Même si l'urbain côtier même si la croissance de l'urbain côtier diminue relativement, puisqu'elle était de 7,8% par an en 60-70, elle est de 4,4% en 90-2000, on enregistre néanmoins une croissance importante. Et puis par ailleurs, on remarque qu'on a statistiquement 150 mètres carrés de bâti par habitant urbain en Afrique de l'Ouest, contre 125% dans l'ensemble des autres pays en voie de développement. Ça veut dire qu'on a une forme d'urbanisation qui s'étale nettement plus que dans d'autres pays en voie de développement. Et ensuite, on a une emprise urbaine totale, donc ça comprend les routes et tout ce qui est voies de service et autres,
industrie, commerce et autres, de 200 km² par urbain en Afrique de l'Ouest. Pour vous donner quelques chiffres sur la population, de la zone côtière, elle a été multipliée par 10 entre 1950 et 2050, avec une population urbaine multipliée par 14 entre 1950 et 2006. Et même si la croissance démographique est plus faible dans les pays côtiers, que dans les pays sahéliens de l'intérieur, elle est quand même compensée par la mobilité des populations qui migrent vers la côte. Et on constate que 30 à 40% des habitants ne résident plus dans leur commune d'origine, les habitants des métropoles côtières ne résident plus dans leur commune d'origine. Alors on a fait des scénarios. En 2010, on a aujourd'hui on est en 2012, on avait en 2010 18 millions d'habitants dans les concentrations urbaines littorales des 11 pays. Si on a, dans le scénario tendanciel, c'est-à-dire on ne modifie rien, on prend les tendances observées, on aurait en 2030 36 millions d'habitants dans les concentrations urbaines littorales et en 2050 80 millions d'habitants dans ces concentrations urbaines littorales. Ça vous donne une idée. Pour les personnes qui connaissent les métropoles d'Afrique de l'Ouest, quand vous passez de 18 millions à 80 millions, c'est une situation qui n'est pas facilement gérable. Alors on a envisagé un second scénario. Et on s'est dit, s'il y a un effort, on l'a appelé maîtrise des disparités, il s'agirait d'agir sur le précurseur de l'occupation des littoraux, les routes, l'électrification, les opportunités d'emploi, pour polariser ces concentrations en retrait de la côte, c'est-à-dire de créer des zones plus attractives un petit peu à l'intérieur des pays. Néanmoins, étant donné que la machine démographique, même si la croissance démographique tend à se ralentir, la machine démographique est encore il y a encore une croissance démographique forte, on aura quand même au moins 34 millions d'habitants en 2020 et 72 dans les concentrations urbaines littorales en 2050. Ça veut dire que de toute façon, on dépassera au moins en 2050 les 65 millions d'habitants dans ces concentrations urbaines littorales. Maintenant, ces populations-là, elles ne vont pas être distribuées de façon égale ou régulière. On va avoir des zones qui resteront vides, comme en Mauritanie, et toute cette zone-là, parce que là-bas c'est désertique, totalement désertique, et ici on est dans des zones de mangroves où l'occupation humaine est très très difficile à mettre en place. On va avoir des zones qui vont devenir totalement saturées, en rouge, ici de la petite côte, une bonne partie de la côte du Sénégal, et puis alors bien évidemment toute cette partie qui s'étend du Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire, qui est déjà pratiquement, on a une conurbation presque continue ici entre le Ghana et le Bénin et même le Nigeria. On aura des zones avec des foyers de peuplement très très denses, et puis peut-être des zones un petit peu moins denses, ce sont les marqués en jaune, qui sont ici. Alors en résumé, ce diagnostic, on a donc des caractéristiques géomorphologiques des côtes ouest africaines qui ne facilitent pas les choses. On a des côtes basses et meubles, des apports sédimentaires limités, des stocks sédimentaires limités, de nombreuses dépressions dans l'arrière littoral et des lits d'eau. Et puis on a aussi, il faut le dire, un plateau continental très peu développé et des houles obliques avec de fortes dérives parallèles au rivage, qui fait que dès qu'on fait un aménagement côtier quelque part, un port, une digue ou autre, aussitôt on perturbe cette dynamique littorale, on perturbe la redistribution des sédiments et on crée des phénomènes d'érosion. On a des causes anthropiques, donc des constructions littorales qui ignorent cette dynamique côtière, des barrages, comme on l'a dit, qui interceptent les flux sédimentaires, des prélèvements de matériaux sur les stocks sédimentaires qui sont déjà limités, et puis évidemment la dégradation des zones humides et des mangroves, et puis on a des causes climatiques observées avec la montée du niveau marin, les surcotes de tempêtes et les événements extrêmes qui tendent à se multiplier. Alors les déterminants de la concentration non maîtrisée sur le littoral, bien sûr, comme on l'a dit, démographie et économie, pauvreté, parce que l'immigration en grande partie aussi est liée à la pauvreté, spéculation, maîtrise foncière, et puis un déficit de planification de l'aménagement du territoire et de gouvernance. Les conséquences, on a des populations qui sont déjà paupérisées, qui s'installent dans des sites les plus exposés, parce que c'est là où les terrains sont encore disponibles, évidemment sans titre, parce qu'on est sur le domaine public maritime en général.
des communautés autochtones qui sont parfois déplacées par l'érosion, avec des villages traditionnels, avec y compris des symboles religieux et culturels qui tombent à l'eau, parce qu'évidemment le village est grignoté petit à petit par la mer. On n'a aucun dispositif pour relocaliser les populations qui sont chassées par l'érosion, et la mobilité est très haute, et comme d'habitude, les plus pauvres se retrouvent les plus menacés dans cette situation-là. Et puis les effets de ces concentrations, c'est donc la saturation de l'espace littoral, la disparition des coupures vertes et la dégradation des paysages, et bien sûr la diminution de tous les services écologiques qu'on avait mentionnés auparavant et qui permettaient, disons, à ces populations et à ces sociétés de se maintenir. La littoralisation des sociétés ouest-africaines impacte fortement la biodiversité et les groupes les plus vulnérables. Alors, quelle est la réponse qui est envisagée au niveau des États et au travers de cette étude? Le schéma directeur général formule des recommandations qui sont conformes au principe de subsidiarité. Ça veut dire que l'UEMOA ne peut pas, n'est pas en position, bien sûr, d'imposer quoi que ce soit, y compris d'ailleurs à des États qui ne sont pas membres de la commission de l'UEMOA, comme l'a dit Mathieu au départ. Cette étude a inclus des États comme le Libéria, par exemple, qui ne sont pas membres de la commission. Néanmoins, il y a quand même des recommandations. La première recommandation, c'est que la prévention des risques côtiers, elle se traite à toutes les échelles. Et elle commence par l'individu. L'individu, par exemple, un opérateur hôtelier qui va construire quelque chose en bord de littoral, et ben, peut-être s'il le construit un petit peu en retrait, il contribuera un petit peu à atténuer les risques qui peuvent se présenter. Au niveau des collectivités, donc des territoires, des communes, des corporations, les corporations comme les pêcheurs, par exemple, différentes corporations de pêcheurs et autres. Donc au niveau des territoires côtiers à d'autres échelles,